Et je vais maintenant demander, s'il vous plaît, à Vaïtea et à Thierry, les représentants de l'équipe 1, de venir à mes côtés. Voilà, venez vous installer. Un micro pour chacun. Et il est précisément 21h02. Ça veut dire que pour cette partie interview, nous sommes ensemble jusqu'à 21h09. Et ensuite, c'est le jury qui prendra le relais. Alors, l'équipe numéro 1 qui va nous faire respirer l'air du large, l'air de la mer. Exactement. On va parler avec vous d'ostréiculture et de conchiliculture. Allez, on démarre avec vous ? C'est ça. Donc en fait, on s'est attardé un peu sur le marché des ventes de moules et d'huîtres, etc., qui est en fait le deuxième marché européen et qui est un domaine très important et qui en fait rencontre quelques difficultés actuellement dans le secteur, c'est-à-dire qu'il va y avoir des périodes de... Des périodes à risque, on va les appeler comme ça. Tout à fait, des périodes à risque. Exactement. En fait, ces périodes arrivent à peu près 2 fois par an au printemps. Donc, en général, pendant les 3 mois du printemps, il y a des efflorescences d'algues toxiques. Donc, ces algues vont être en grand nombre dans la mer et vont contaminer les mollusques. Et ces efflorescences arrivent aussi en automne. Donc, il y a 2 périodes à risque qui entraînent des problèmes de sécurité alimentaire. L'Ifremer surveille les réseaux de production, mais elle est bien obligée de fermer ces zones de production quand les niveaux de contamination des mollusques dépassent le seuil réglementaire. Donc ça, c'est la période où il y a les problèmes au printemps et en automne, avec des conséquences, des problèmes sanitaires. C'est-à-dire que parfois on a un peu de mal à digérer les fameux mollusques. Un peu mal au ventre. Un peu mal au ventre avec les fameux mollusques en question. Il y a des problèmes de trésorerie pour les entreprises. Et puis il y a aussi un problème d'image de marque pour le secteur. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien pris en compte. Tout à fait. C'est qu'en fait, fermer comme ça régulièrement et le fait d'entraîner des problèmes d'intoxication alimentaire, des chutes de vente, vient quand même si ça reste quand même difficile à mesurer, peut venir en tout cas ternir l'image de marque de l'entreprise, de l'activité en tout cas. Et donc, c'est vrai que résoudre ce problème pourrait quand même venir améliorer l'image de nos entreprises françaises. Alors, ça, c'est le constat que vous faites. Oui. Concrètement, exactement. Vous avez planché sur une solution. C'est ça. On a planché en fait sur un système de filtration de l'eau de mer qui permet d'une part... Oui, on voit bien qu'il est malade. On voit qu'il y a parfois des désagréments quand tout ça n'est pas très frais. Voilà, on voit la tête de ce monsieur qui apparemment n'a pas suivi vos conseils. Alors, on va revenir à votre solution. Donc, oui, on a mis au point un système de filtration d'eau de mer. Donc, la première partie est un système classique, déjà existant, couramment utilisé en aquaculture, donc surtout dans les élevages de poissons. Et cette première partie nous permet de nous affranchir de tout ce qui est algues toxiques, donc de toute la toxine intracellulaire. Par contre, il y a une deuxième partie qui reste embêtante et qui n'est actuellement pas du tout traitée, c'est les toxines dissoutes, donc qui sont présentes dans le milieu, et certaines de ces toxines s'accumulent encore dans les mollusques. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on a vu un premier schéma avec un circuit. Vous avez une petite idée, je crois que c'est une colonne de résine qui devrait apparaître sur notre écran. Exactement. On va la voir. Allez-y, expliquez-nous ça. Voilà, elle est là, elle est en rouge. Après le système de filtration qui est en bleu, on a ajouté une colonne de résine. Donc cette colonne de résine va absorber la toxine dissoute, tout simplement, et permettre de donner aux ostréiculteurs ou aux autres mytiliculteurs une eau pure dans leur bassin, donc libre de toute toxine existante. Alors, si je comprends bien, c'est une espèce de super filtre, de très gros filtre. D'un côté, il y a les résines et d'autres matières. On peut les séparer, on peut les traiter ensuite. Comment on fait? D'abord la résine peut-être. Qu'est-ce qu'on peut en faire de la résine? Alors la résine, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la poser sur ces filtres qui existent, donc pour améliorer le filtrage. Une fois que cette résine a capté les toxines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régénérer la résine pour pouvoir ensuite la rendre aux ostréiculteurs et extraire la toxine de cette résine pour pouvoir justement la rendre et récupérer nous-mêmes les toxines. Donc cette toxine, on pourra ensuite la valoriser. Donc on a deux solutions. Donc on propose une solution pour les ostréiculteurs, donc vraiment fournir une eau pure,
Et on propose aussi une solution pour nous, donc une deuxième, Pour les chercheurs. vraiment une deuxième porte pour notre entreprise, c'est la valorisation de cette toxine. Donc, et à ce moment-là, la revente au réseau de recherche ou au NRCC, qui est le laboratoire au Canada qui s'occupe de purifier et de commercialiser ces toxines. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ces périodes à risque, ces problèmes de trésorerie, et puis ces problèmes d'image aussi pour les entreprises, là, il y a véritablement un atout pour les entreprises. Tout à fait. Donc, ça leur permet quand même vraiment, comme on a dit, d'assainir l'eau et donc de pouvoir continuer, donc de ne pas avoir justement cette chute de vente durant les périodes à risque, donc de pouvoir continuer la vente, de pouvoir améliorer son image de marque aussi en évitant tout ce qui est problème d'intoxication alimentaire. Pour ne pas retrouver la tête du monsieur qu'on a Pour vu. ne pas retrouver la tête du monsieur qui visiblement n'était pas très content. Surtout que ces événements sont très souvent très médiatisés au niveau des côtes françaises. D'accord, c'est vous allez vraiment encore dire une que c'est mauvaise la faute des publicité. journalistes. Je vais vous tirer l'oreille. On n'accusera pas les journalistes. Je dirais rien. Bon, on va redevenir sérieux. Cette idée, je suppose qu'elle a un coût. Est-ce que vous avez étudié la faisabilité économique de l'implantation de cette colonne de résine dans un système de filtre? Donc en fait, ça coûte pas si cher que ça. C'est une résine. Faites un bon vendeur, vous. Hein. Ça ne coûte pas si cher que ça. C'est le premier argument. C'est une résine qui est déjà existante, que moi, au cours de mon doctorat, j'ai utilisée pour isoler des toxines à partir d'algues toxiques. Et donc ça, c'était à petite échelle, sur des volumes de 300 litres à peu près. Donc là, c'est vraiment d'utiliser un peu le même procédé, mais pour l'adapter aux entreprises de production conchilicole. Donc, pour avoir une petite idée, 1 kg de résine, ça coûte 150 €. Construire une colonne qui puisse s'adapter derrière un système de filtration, on a évalué à peu près le prix d'une colonne autour de 1500-2500 €. Donc, ça fait un produit qu'on vendrait autour de 2500 € aux producteurs. En fait. Aux producteurs, et donc un retour sur investissement extrêmement rapide. Oui. Nous l'espérons. En tout cas. Bon, allez, vous avez tenu parfaitement le créneau des 7 minutes que je vous avais accordées. C'est maintenant le jury qui va s'exprimer. Éric Groux. Avec le reste de l'équipe, bien évidemment. Qu'on appelle le reste de l'équipe. Voilà, le reste de l'équipe. Effectivement, vous avez raison. On a eu une petite information, c'est que nous n'avons plus le droit de parler. Ah, c'est le reste de l'équipe qui s'exprime. Bon, Éric Groux. C'était plus une précision. Là, c'est plutôt pour des naisseurs. Je crois que je vais reparler en fait. Peut-être juste, non, c'est une précision. C'est pas encore une question, mais c'est pour qu'on comprenne bien. fait, Parce que vous n'allez pas mettre ça en pleine mer. Vous allez mettre ça chez des naisseurs. Donc il y a la partie écloserie. Dans les écloseries. Ils ont vraiment besoin d'une eau de qualité supérieure. Okay. Il y a aussi lors des événements toxiques, là on s'adresse aux producteurs. Les producteurs d'huîtres ont tous, pour la plus grande partie, des clairs à terre. Dans ces clairs, ils réalisent l'affinage de leurs huîtres pour les périodes hivernales et pour la période de Noël. Cependant, ces clairs peuvent être aussi utilisés lors des périodes à risque pour stocker leurs huîtres pendant les 2-3 mois de ces périodes-là. Donc, ils peuvent stocker leurs huîtres et les vendre à ce moment-là. D'accord, c'est clair. Je vous remercie. Alors, j'avais une question pour celui qui veut. Si vous aviez 2-3 indicateurs... Dans toute entreprise, il y a un tableau de bord. Si vous aviez à définir 2-3 indicateurs, ça serait intéressant de suivre à périodicité régulière pour voir si vous êtes dans les clous de votre projet. Vous choisisseriez lesquels? Oui. On peut demander juste. Voilà. Est-ce qu'on pourrait demander, donc on avait un petit peu anticipé la question, à la personne de notre groupe qui s'occupe du PowerPoint de nous montrer le business plan qu'on a... Il est déjà mis ? Il est là. Ok, parfait. Donc on passe les questions. En termes d'indicateurs de performance, c'est ça ? Oui. Alors, dans un premier temps, en termes de périodicité, c'est 2 périodes bien distinctes. On en a une en plein milieu. Donc, je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais en termes de zone de chalandise, il y a 4000. Moi, je suis parti du principe qu'il y avait 4000 en exploitation qu'on pouvait avoir en clients. Donc je suis parti du chiffre, en réduisant de 600, mais ça c'est un arrondi. Je suis parti à 2,5% d'entreprises qu'on avait en termes de clientèle. Si on devait choisir des indicateurs de performance
Le retour sur investissement, donc on en a déjà parlé, c'est l'indicateur de performance pur et dur, c'est pas 2500 €, je suis désolé, notre coût d'achat. C'est notre prix de vente unitaire, hors taxe. Hein. Sinon, on fait de la gentillesse. Donc ce serait plutôt 700 € de coût d'achat pur et dur en matières premières pour arriver à un prix de vente de 2500. Donc ça fait une belle marge. En sachant que dans cette marge-là, on réduit de facto. La première année, on ne se paierait pas de salaire en termes de créateur d'entreprise. Par contre, on réinvestirait énormément pour passer sur en termes d'innovation. Parce que vu que c'est une idée plutôt géniale et plutôt rapide à mettre en place, mais essayer de transporter cette idée-là justement sur le phénomène sur l'eau douce. Et donc, essayer d'avoir un indicateur par rapport à la rentabilité saisonnière, la rentabilité annuelle, et voir si oui ou non on a une marge qui se dégage, et dans ce genre de cas, essayer de voir pour avoir un taux d'investissement beaucoup plus important par la saison. Pour votre information, il vous reste encore 4 minutes, messieurs. D'accord, vous pouvez prendre votre temps. Votre raisonnement, mais par contre, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que vous avez dit c'est simple et ça coûte pas cher. Alors, au tout début, est-ce que c'est suffisant pour se démarquer de la concurrence, pour avoir un produit différenciant? Est-ce que c'est suffisant pour se lancer sur une aventure comme la création d'entreprise? Et en plus, vous adressez un marché de niche. C'était le but, en fait. Le but, c'est de commencer par un marché de niche, puisqu'on est sur un phénomène qu'il a étudié, donc sur l'eau de mer. Donc on reste quand même sur sa thématique, et on sait que ça marche, à 99% de chances que ça passe sur ce secteur-là. On ne prend pas des grosses proportions de la population d'exploitants, parce qu'on se doute bien qu'on ne pourra pas avoir 50% d'exploitants dès le départ sur notre produit. Ce serait une hérésie. Donc déjà, essayer d'être un brin réaliste, 2,5%, ça fait 100 exploitations. Pour la première année, je pense que c'est quand même gérable. Sur la deuxième année, on tape sur plutôt 7% de la population des exploitants. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus des grosses... Enfin, ça reste une augmentation qui reste peut-être spectaculaire quand on entend 7%, mais ce n'est pas non plus énorme. Sur 4600 exploitations, ça reste raisonnable, on va dire, ça en fait 300. Ouais, il y a 200 personnes de plus. Est-ce que derrière, oui, c'est simple, il l'a fait, mais efficace Moi, je reviens toujours à la même question. C'est simple, donc ça veut dire que quelqu'un, un jour, même très rapidement, quelqu'un de plus costaud que vous, pourrait apporter la même solution. Donc là encore, qu'est-ce que vous allez mettre pour toujours être devant, quoi? Comment vous allez vous protéger? Donc là, oui, c'est un procédé simple, mais on a visé en fait une demande de brevet. Donc là, on aimerait breveter l'application de la résine, car elle est déjà existante, mais l'application de la résine pour justement la filtration de l'eau de mer, etc. Donc ça sera un brevet qui pourrait nous protéger. Oui. J'ai une question double. Une première question qui est de dire, au niveau de... Vous parlez effectivement des toxines d'une manière générale. Alors, excusez-moi, peut-être ma question n'est pas pertinente, mais je suppose qu'il y a des familles de toxines. Et quelle est l'efficacité de la résine par rapport à ces différentes familles de toxines? Et le deuxième point, est-ce que les résines, donc vous les sous-traitez ou bien vous fabriquez vous-même les constituants, enfin le socle? Je vais répondre sur la première partie et je donnerai le micro sur la seconde. Pour les toxines, il existe en fait 3 grandes familles de toxines. Donc on va parler des toxines lipophiles. Donc c'est souvent les toxines qu'on associe aux toxines diarrhéiques chez nous. Donc sur les côtes françaises, on va surtout rencontrer l'acide ocadaïque qui est produit par le Dinophysis, qu'on entend régulièrement parler. La DTX3 et ses congénères, c'est aussi des toxines qui sont produites par le Dinophysis. Après, il y a les azaspiracides, ça c'est la toxine sur laquelle je suis vraiment spécialisé. Ensuite, on va avoir les toxines amphiphiles, donc qui vont vraiment être un peu entre lipophile et hydrophile. Et on a aussi sur les côtes françaises les toxines hydrophiles, donc c'est celles qu'on entend souvent sous le nom de toxines amnésiantes ou toxines paralysantes. Les toxines lipophiles, on s'est vraiment concentré sur celles-là, donc les toxines diarrhéiques,
parce que quand elles sont dissoutes dans l'eau, elles sont accumulables par le mollusque. Alors que les toxines hydrophiles, lorsqu'elles sont dissoutes dans l'eau, ne sont pas accumulables par les mollusques. Donc c'est pour ça qu'on s'est vraiment concentré sur cette toxine. Et on va terminer avec la deuxième partie de la question, puisque les 7 minutes sont écoulées. Juste pour préciser un point aussi, c'est que les toxines lipophiles dont il vous a parlé sont responsables pour la majorité des cas de fermeture de vente en France, notamment sur les côtes bretonnes et normandes. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé plus particulièrement à ces toxines-là. La deuxième question était, La deuxième partie, c'était sur la fabrication. Un mot là-dessus. Vous fabriquez, vous sous-traitez ? Oui, on voulait fabriquer. Vous vouliez fabriquer, Oui, voilà. parce qu'on avait le savoir-faire, mais après c'était passé à un modèle plus gros, donc là on n'a pas étudié savoir si on était capable de faire un modèle plus gros, mais on était parti sur le fait qu'on savait fabriquer. Donc voilà. Bon, merci en tout cas à l'équipe numéro 1 qui nous a fait prendre un peu d'iode là, ça nous a fait du bien. Alors, première équipe que nous accueillons sur notre plateau, c'est l'équipe numéro 2. Je vous précise donc notre règle du jeu. Tout d'abord, 7 minutes d'interview et ensuite 7 minutes de questions-réponses avec le jury que je vous présenterai dans quelques instants. Alors, à mes côtés, Thomas et Margot, pour nous parler, d'abord il faut que vous preniez le petit micro qui se trouve devant vous, pour nous parler d'une initiative assez intéressante sur laquelle vous avez planché avec des pneus qui vont se transformer en canapé. Alors expliquez-moi ça, Margot. Donc en fait, on travaille sur des pneus usagés non réutilisables, qui sont des déchets non biodégradables. Et je vais dire quelques chiffres. Là, il y a 285 millions de pneus par an qui sont fabriqués donc, par les USA, redistribués dans le monde. Sachant que la durée d'utilisation d'un pneu est de 3 ans. En 2004, en France, on avait 240 000 tonnes de pneus en dépôt, voilà. Et en 2002, est passée une loi en France qui interdit le dépôt à la décharge des pneus. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces pneus ? On peut soit organiser un stockage qui est contraignant, ou alors on a des idées. C'est votre cas. Thomas, actuellement, c'est vrai que le pneu, on le réduit en granules. Vous allez beaucoup plus loin. Vous dites qu'il faut qu'on puisse revaloriser ce déchet. Concrètement, comment vous faites ? Alors le problème des granules qui sont actuellement réemployés essentiellement dans ce qui est surface et acoustique, insonorisation, c'est qu'il n'y a pas de traitement chimique sur les pneus, et notamment tout ce qui est surface, piste d'athlétisme et aire de jeu pour enfants. Ça a été prouvé que les ruissellements des eaux de pluie transfèrent les métaux lourds qui sont en résidus dans les granules de pneus, transfèrent les résidus donc, de métaux lourds dans la nature. Et donc forcément, du point de vue écologique, c'est une catastrophe. Et donc le but de la manœuvre de notre proposition et de notre produit, c'est donc d'apporter une solution alternative à ce traitement des granules des pneus usagés. Alors, on va accélérer un peu parce que le temps nous presse. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut récupérer avec votre méthode ? Donc alors, le but de la méthode, qui n'est employée par personne actuellement, ça a été testé et validé par une expérience en laboratoire d'une doctorante. Et donc le principe, c'est on part des granules donc, qui sont déjà existants. Donc on ne produit pas nous-mêmes les granules, on les achète à une société de traitement des pneus usagés. Et donc le but de la manœuvre est d'utiliser de manière la plus écologique possible ces granules de pneus. Et donc utiliser le plus écologiquement possible ces granules de pneus, ça implique un traitement chimique qui lui-même va entraîner des problèmes écologiques, mais que nous, on a intégré dans notre processus pour être le plus écologique possible. Donc à partir des granules de pneus, on fait un premier lavage pour enlever les matières organiques, puis un traitement avec un solvant chimique. Et une fois qu'on a fait cette étape du traitement, on obtient 2 matières premières. La première matière première qui est le précurseur diol, diol DIOL, et le noir de carbone. Donc on a 2 produits à partir du pneu, 2 matières premières principales. Le noir de carbone peut être réintégré directement dans la chaîne de fabrication des pneus. C'est réutilisable. Donc on recycle et on fabrique le noir de nouveaux carbone. Et là, on fait des nouveaux pneus. Et avec le précurseur diol,
On est donc là avec un matériau très intéressant qui permet, en fait, qui est le matériau de base pour faire les mousses de Polyuréthane. polyuréthane. Voilà. La polyuréthane. Mais c'est bien, vous êtes là à deux, c'est effectivement pour que vous complétiez les propos de l'un et de l'autre. Margot, l'idée, c'est bien de faire en sorte que toute cette chaîne de transformation soit la plus écologique possible. Oui, notamment donc, le solvant qu'on va utiliser pour nettoyer oui, et transformer la matière plastique. Ce solvant-là, à détruire, c'est vraiment très cher et c'est un produit très polluant. Donc, on va utiliser un procédé de distillation pour nettoyer le solvant et le réutiliser ensuite pour refaire Donc il y a un circuit qui se fait et on peut réutiliser ce solvant. Alors, il y a des chefs d'entreprise là qui sont présents parmi nous. Ils se disent tiens, c'est une belle idée, mais il faut pouvoir l'industrialiser. Pourquoi pas avec une vraie question, la rentabilité. Est-ce que, Thomas, vous avez creusé de ce côté-là? Est-ce que vous avez fait quelques projections? Alors, on a fait quelques Est-ce que projections, le jeu sachant en que vaut la chandelle? le jeu en vaut la chandelle, même au niveau du concept en lui-même, puisque c'est une alternative au pétrole. Et donc, puisque les mousses de polyuréthane donc, qui sont produites avec ce précurseur diol, on en fait actuellement, mais à partir du pétrole directement. Et donc là, plutôt que de courir après le pétrole dont le prix augmente de plus en plus, on a une alternative au pétrole par le traitement des pneus. Donc on a deux solutions écologiques en une. On réduit les prélèvements de pétrole et on traite les pneus usagés. Donc ça, au point de départ, c'est de toute façon efficace. Après, le gros point... Ça part d'un bon principe, on préserve l'environnement. On préserve l'environnement. Et donc, le gros problème dans la chaîne de transformation, c'est le traitement des solvants. Et donc, la machine sur laquelle on s'est penché pour créer ce projet coûte 210 000 €. Et en fait, elle est rentabilisée au bout de 6 mois. Parce que si on fait... Il y a deux solutions pour traiter ce solvant. Soit on le brûle, ça coûte extrêmement cher et c'est pas très écologique. Soit on sous-traite le traitement, enfin le recyclage. Et la sous-traitance est plus cher à terme que l'investissement dans la machine de traitement que nous, on utiliserait en interne. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, alors les histoires de chiffres, il faut quand même prendre ses notes. Vous avez raison, il faut être précis, Thomas. Allez-y. Pour éviter de dire des bêtises. Donc actuellement, la tonne de précurseur diol est vendue 5 000 €. Le granulat de pneus est vendu 200 € la tonne. Et donc avec tous les calculs de chiffres compliqués que vous pouvez imaginer, on a donc au final deux produits. Donc le green diol, comme on l'a appelé, puisqu'il est écologique. Donc le green diol coûte, nous, tel qu'on a conçu notre processus, on vendrait la tonne à 4 000 €. Et on a en plus le noir de carbone, qu'il ne faut pas oublier, qui lui est donc un produit qui est tout de suite réemployable et qui apporte un profit bonus, et qui lui est vendu 1 000 € la tonne. Donc voilà. L'intérêt économique de votre démarche. Il nous reste 50 écologique. secondes à passer ensemble. Il faut dire que vous êtes parti d'un projet actuellement mené par quelqu'un de votre équipe. Là, on est sur de la recherche universitaire sur lequel peu de gens travaillent finalement actuellement. C'est ça. C'est comme je le disais tout à l'heure, ça a été validé en laboratoire et pour l'instant, il n'y a aucun brevet déposé sur cette technique. Donc voilà, ce serait un projet innovant et inédit. Bon, en tout cas, merci pour tous ces éléments. Alors, on va passer la parole au jury que je vais vous présenter, puisque maintenant, pendant 7 minutes, le jury va vous poser un certain nombre de questions. Alors, jury placé sous la présidence d'Éric Groux, qui est le président de la CCI du Maine-et-Loire. À côté de lui se trouve Paul Raguin, le PDG d'Éolane. Je salue également la présence parmi nous de Patrick Baudry, qui est le délégué régional innovation de Zéo, ainsi que celle d'Olivier Ménard, qui est le directeur régional de la recherche et de la technologie. Jean-Louis Ferrier, professeur à l'Université d'Angers. Christian Pillet, vice-président du conseil scientifique de l'Université d'Angers. Et puis un chef d'entreprise, Dominique Chimier, dirigeant de REM Ressort. Messieurs, ils sont à vous pour 7 minutes et je serai vigilant quant au temps de parole. Nos camarades nous rejoignent. Alors, vos camarades, effectivement, vont venir vous rejoindre. Voilà, ça c'est important. J'allais les oublier. Mais ils ont été tellement brillants tous les deux. Vous allez voir, ça va être encore mieux avec le reste de l'équipe. Le temps qui s'installe, je vous ramène une petite précision. Je suis effectivement chef d'entreprise, mais je suis président de l'incubateur dans ce technopôle. Voilà. C'est à ce titre que là, je suis là ce soir avec vous. Alors, le reste de l'équipe, effectivement.
Messieurs, jusqu'à 21h, vous pouvez poser vos questions. Alors je me permets d'ouvrir le bal. Enfin, d'abord de vous féliciter pour cette belle présentation. À votre avis, quelle va être la réaction de la concurrence quand aujourd'hui, comme vous l'évoquiez, ces produits, ces vieux pneus sont déjà transformés? Alors, il y a deux concurrences. Il y a ceux qui retraitent les granulés en surface, donc voilà, qui eux, la plupart du temps, traitent les pneus à l'origine, donc ils récupèrent les pneus usagés, puis les réduisent et ensuite les réutilisent en traitement de surface et ainsi de suite. Donc ça, c'est une première concurrence. Et la deuxième concurrence, c'est ceux qui produisent ou du noir de carbone ou du précurseur d'huile. Donc, ma question, c'était quelle va être la réaction? Donc leur réaction, évidemment, ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Ça, voilà. D'où l'intérêt de déposer un brevet qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer au cours des 7 minutes. Mais évidemment, dans le projet de stratégie et de prospective, il y a le dépôt d'un brevet dès le début du projet, en fait. Vous êtes 8, ça fait à peu près une équipe de direction. Bravo. Comment vous êtes organisé pour concevoir votre projet en tant qu'équipe? Alors, je dirais énormément de discussions, quelques petits différends, naturellement. Mais on a réussi à s'accorder. Donc, on a réparti les tâches après avoir bien évalué les objectifs globaux. Et puis, ça a fonctionné ainsi, quoi. On a pu vous présenter quelque chose d'abouti. Quelle répartition des tâches? Comment ça s'est fait? Rapidement, très, en quelques mots? Alors, au niveau de la répartition des tâches. Donc, si vous voulez qu'on reparle de la façon dont on a géré ce projet, on est parti donc sur tous ensemble sur les objectifs, bien cibler le produit final. C'est vrai qu'on avait le choix de vendre en fin de cycle donc notre produit des précurseurs Joule ou les mousses polyuréthane. On s'est arrêté donc en concertation sur les polymères Joule et à partir de ce moment-là, on a réalisé donc une équipe pour déterminer quel sera le statut de la société, une autre équipe qui a pris en compte les coûts donc, de production, une équipe qui a travaillé sur la communication et une dernière équipe sur l'aménagement et les locaux, c'est bien ça. Voilà. Les moyens financiers. Et à la fin de ces groupes, nous sommes une fois encore concertés pour tout mettre à plat et puis finaliser le projet. Vous n'avez pas de directeur commercial, ça va se vendre tout seul? Si, nous en avons prévu. Hein. Et il sera embauché. Et il coûte cher. Il a oublié de préciser qu'il était dans l'équipe chimie qui fait quand même le cœur du travail et qu'ils étaient 4 sur la partie chimique. Le procédé que vous nous présentez là semble magique, enfin au moins apporter une réponse attendue par bon nombre d'entreprises, puis attendue par la Terre, quoi. Mais expliquez-moi pourquoi, en fin de compte, cette solution n'a pas émergé plus tôt, quoi. Qu'on comprenne bien, en fin de compte, les barrières technologiques qu'il y a derrière tout ça, et ce qui pourra vous protéger demain vis-à-vis de la concurrence. Elle est haute. Quelle est la hauteur de la barrière technologique? Parce que demain, il faudra se protéger. Hein. Alors, d'une manière générale, aujourd'hui, ce qui est expliqué, c'est qu'il y a un recyclage qui se fait donc, du pneu. Ce recyclage ne passe pas par une transformation. Donc, on déplace le problème quelque part. Surtout qu'il y a toujours une toxicité. La barrière technologique, aujourd'hui, je pense que c'est l'innovation qui n'a pas encore été assez loin. Peut-être la recherche n'a pas été poussée assez loin sur ces produits. On parle là d'élastomères qui sont très difficiles à retraiter, d'où la difficulté. C'est la réponse que je peux vous apporter aujourd'hui. Peut-être un petit mot de Nyum. En fait, ce sont des travaux laboratoires. On vient de réaliser. Donc, le brevet vient ces travaux en cours de breveter. Donc, c'est totalement nouveau. Donc. Est-ce que vous ne pensez pas, si les concurrents ne l'ont pas fait, c'est que ce n'était pas profitable ou qu'on ne gagnait pas assez d'argent, finalement, non? Sur l'aspect chimique, donc, très bonne question. Donc, on s'est penché réellement donc, sur un aspect. Le but, c'est de créer
une petite entreprise. On s'est penché sur tous ces aspects en termes de coûts. On rentre dans les coûts par rapport à un produit, donc un précurseur polyol qui est vendu aujourd'hui sur le marché. On rentre dans les coûts, sachant que la matière première, en fin de compte, ne coûte quasiment rien. Le pneu après broyage se vend 200 € la tonne. C'est infime. Donc c'est vraiment sur ça qu'on joue. Pareil, avec ce système de recyclage du solvant, on pense gagner énormément en termes de coûts, à savoir qu'on n'aura qu'à compenser les pertes éventuelles qui seront survenues lors du recyclage. C'est vraiment un investissement de départ sur le solvant et après travailler en continu avec les mêmes matières. Messieurs, nous avons la place pour une dernière question. Il nous reste 1 minute. Alors, une remarque et une question. La remarque, c'est dans votre PowerPoint, vous nous expliquez combien de pneus sont produits aux États-Unis. J'aurais bien évidemment préféré que vous nous disiez combien sont produits en France par des producteurs français. Bon, peu importe, ça c'est pour sous forme de boutade. La question, c'est, bon, vous avez tous été très positifs sur le projet que vous défendez. Maintenant, est-ce que vous avez été en capacité d'identifier un certain nombre de faiblesses? Est-ce que vous pourriez m'en citer 2 ou 3? La faiblesse, c'est le poids de la concurrence en face, puisque les gens contre lesquels on va proposer quelque chose de nouveau, c'est BASF, ce genre de gens, donc de genre d'entreprise. Donc évidemment, une des failles, c'est la concurrence, quoi. Évidemment, ça c'est même la faille principale. Après, je ne sais pas si les chimistes ont des idées de faille, mais le projet est sorti du labo, validé, quoi. Donc de ce point de vue-là, après il y a aussi les investissements. Sur un projet comme ça, c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement pour une première entreprise, petite entreprise à la base, dans la conception du projet. Donc évidemment, il faut aussi pouvoir être capable de bien vendre le projet en montrant son efficacité, quoi. Donc oui, les coûts et la concurrence, mais on tourne sur les... Allez, une toute dernière remarque, mais très rapidement. Une petite remarque. Donc le processus a été validé en laboratoire, et puis il y a un passage à l'échelle industrielle. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose de linéaire ou franchement non linéaire avec des marches d'escalier? Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, on sait très bien que ce ne sera pas linéaire. Ce serait trop beau. Voilà, c'est vraiment une prévision. On a essayé de monter quelque chose très rapidement. Il y a des aspects qu'on a pris en compte, il y en a d'autres qui malheureusement n'auront pas été pris en compte. Le projet n'est pas abouti. Bien entendu, oui, il y aura sûrement des pertes à un moment donné. On a essayé d'évaluer quand même dans un certain temps, dans une certaine mesure ces paramètres, mais malheureusement, on n'a pas toutes les données. Bon, merci en tous les cas à votre équipe, merci au jury pour ces questions. Je salue également la présence parmi nous de Jacques Girardot, qui est le président du SPRES, de Jean-Yves Buzaré, vice-président de la recherche à l'Université du Maine, et de Laurent Bourquin, qui est directeur du collège doctoral de l'Université du Maine. Nous allons enchaîner avec l'équipe numéro 3, avec Clément et Adil qui vont venir me rejoindre. Et puis bien évidemment, je vous le précise parce que vous avez bien la gymnastique en tête, après la séquence interview, pour le face-à-face avec le jury, l'ensemble de l'équipe vient nous rejoindre. Alors, messieurs, un micro chacun. Alors, on va parler d'isolation avec vous. Isolation pour mieux contrôler, on va dire ça comme ça, les déperditions thermiques, et puis diminuer les nuisances acoustiques. L'idée, derrière tout ça, on utilise des matériaux naturels et éco-responsables. D'abord, peut-être avec vous, Adil, est-ce qu'on peut travailler de concert sur l'isolation thermique et la diminution des nuisances acoustiques ? Oui, effectivement, on peut tout à fait le faire. Déjà, en essayant d'intégrer des systèmes qui contrôlent le flux de chaleur entrant et sortant dans un bâtiment, et essayer en fait de l'allier à de l'isolation phonique avec des matériaux naturels type paille et bambou. C'est notamment le sujet même en fait du type d'isolation phonique qu'on veut mettre en place. Alors effectivement, on parle de matériaux naturels et éco-responsables. Alors on a parlé de paille, on a parlé de bambou. Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on peut utiliser, Clément ? Alors on peut utiliser tout un tas de matériaux naturels. Pour l'instant, dans le commerce, certains constructeurs utilisent le chanvre, la ouate de cellulose. La paille restant, pour notre région, un des matériaux les plus utilisés, car c'est ce qu'on trouve le plus ici. Notre démarche est vraiment pour faire un matériau éco-responsable. Pour cela, on va essayer de diminuer au maximum
les coûts de transport. D'accord, on travaille sur des circuits courts. On travaille sur des circuits courts. C'est-à-dire on va chercher près de chez soi ce dont on a besoin pour mettre en application ce que vous voulez faire. Exactement. En plus, on diminue effectivement le coût d'importation de ces matériaux. Voilà. La paille étant un matériau qui est très performant pour l'acoustique, pour l'isolation acoustique, mais également pour l'isolation thermique. Est-ce que ça marche, ce que vous allez proposer, là, est-ce que vous allez nous faire découvrir, est-ce que ça marche pour tous les types de maisons ou est-ce qu'il y a quand même, par exemple, des maisons qui sont plutôt destinées à accueillir ou compatibles avec votre démarche? Alors, ça marche pour tous les types de maisons. On peut s'en servir comme isolation acoustique en remplaçant par exemple la laine de verre ou la laine de roche. Cependant, notre matériau, celui qu'on essaye de proposer, s'investit plutôt dans une niche qui est celle des maisons en bois. Nous, on veut proposer un produit tout en un qui propose l'isolation, mais également toutes les parois pour remplacer un mur classique en parpaing, laine de verre, placo. Bon, la vraie question, c'est de savoir où se situe l'innovation par rapport à ce qu'on trouve sur le commerce. Moi, je peux aller voir un artisan en disant j'ai besoin d'isoler un peu mieux ma maison, qu'est-ce que vous me proposez? Il y a déjà des choses qui se font. Vous, la valeur ajoutée, le plus, il est où? Le plus, en fait, il est dans le fait d'intégrer, en fait, notamment le bambou, dans des procédés qui existent déjà, notamment pour l'isolation thermique. La paille est déjà utilisée, en fait, pour les maisons en bois. Et le principe est assez simple et pas très cher à mettre en œuvre. C'est d'utiliser les bambous positionnés d'une certaine façon à l'intérieur des ballots de paille, avec un montage facile, un montage en kit facile, qui puisse facilement se transférer aux techniques déjà existantes pour ce type de construction. Et donc travailler vraiment sur l'aspect phononique et diminution de nuisances sonores qui n'est pas du tout pris en compte dans ce... Alors ça, c'est important. Et puis il y a des petits capteurs. Alors à quoi ils servent vos petits capteurs et comment ils marchent? La démarche de notre produit, c'est donc d'avoir un produit éco-responsable. Donc, comme on l'a dit, utiliser donc des matériaux naturels, mais également réduire au maximum les coûts de chauffage en utilisant des capteurs qui sont de technologies innovantes, qui ne sont pas encore commercialisés. Ce sont des capteurs qui donc permettent de capter le flux thermique de manière quasiment en temps réel. Ces capteurs permettront en fait d'adapter la dose de chauffage que nous devrons apporter à la maison pour avoir vraiment le dosage de chauffage le plus Donc juste. quand il y a besoin, on chauffe. Quand il n'y a pas besoin, on chauffe pas. On chauffe pas. Et c'est le capteur qui fait le travail. C'est le capteur qui fait le travail de façon quasiment instantanée. Bon, vous le disiez tout à l'heure, Adil, c'est vrai que tout ce qui concerne la diminution des nuisances sonores, ça n'est pas encore assez pris en compte. Et là, il y a une véritable innovation avec ce que vous proposez. Il y a une véritable innovation dans le sens où les produits qui sont proposés aujourd'hui dans le domaine du bâtiment sont essentiellement des produits de transformation avec des procédés chimiques, donc avec une lourdeur en termes de traitement. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment proposer quelque chose de simple, fait à partir de matériaux naturels et facilement montables et transposables dans des méthodes, encore une fois, qui existent, enfin des méthodes de construction existantes. Et la vraie valeur ajoutée, c'est ça, c'est pointer le doigt sur les nuisances sonores dans ce type de construction. Donc, prendre en compte les nuisances sonores et mieux contrôler les déperditions thermiques. Alors, avec des produits naturels, on peut vraiment avoir des performances de premier plan? C'est la question qu'on peut se poser. Ça a l'air étonnant, mais c'est totalement faisable. En laboratoire, il y a des recherches qui sont... Notamment, Clément va peut-être en parler un peu plus, puisque ça rentre dans le cadre de son sujet de recherche, mais il y a des choses... Donc c'est du sérieux, Clément, ce que vous proposez? Donc c'est du sérieux. Pour l'instant, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur le côté thermique, donc on sait que ça marche. Ensuite, sur le côté acoustique, pour l'instant, pas beaucoup d'études ont été faites, mais le produit que l'on propose donc, s'appuie sur des tests en laboratoire, sur toute une série de modèles qui existent et qui permettent d'affirmer que ce qui a marché en thermique va aussi marcher en acoustique. Et ces matériaux seront performants, voire peut-être même plus performants que la laine de verre ou la laine de roche qu'on trouve habituellement. Bon, Adil, on va conclure avec ça avant de passer la parole au jury. Votre objectif, c'est quoi? C'est de déposer le brevet? C'est de vendre? C'est de faire sous-traiter? Alors, déposer un brevet, bien sûr, pour essayer de protéger l'idée. Du fait de sa simplicité d'élaboration en fait, et de mise en place. Donc il faut forcément le protéger.
on veut faire sous-traiter les capteurs, mais on a réfléchi à un petit plan pour faire fabriquer en fait les kits directement par une équipe. Voilà. Spécialisée dans ce genre de fabrication. Vous avez une idée du coût du kit? Le coût du kit, du moins en matériel à l'achat, on est aux alentours de 3 000 € en termes de matières premières. Pour une maison d'environ 80 mètres carrés. Merci pour toutes ces précisions. Le reste de l'équipe numéro 3 va nous rejoindre, s'il vous plaît, et on va poursuivre la discussion avec nos éminents membres du jury. Le projet tel que vous le présentez semble assez simple hein, et aller dans l'air du temps. On recherche meilleure isolation, vous l'avez dit, phonique et thermique. Qu'est-ce qui pourrait faire que votre projet ne réussisse pas? Quels sont les aléas que vous pourriez rencontrer? Peut-être déjà la chute du blé. Donc si par malheur il n'y avait plus de producteurs de blé régional, ce serait déjà un gros problème pour nous, étant donné qu'on voulait vraiment faire du local. Ensuite, peut-être l'autre point sur lequel il faudrait vraiment insister, c'est que donc on compte allier la paille et le bambou pour faire notre isolation. Le bambou, pour l'instant, on n'en trouve pas dans la région. Donc, on compte, en fait, dans notre business plan, on a décidé, dans un premier temps, de le faire importer, quitte à avoir des moins bonnes notes au niveau bilan carbone, pour ensuite pouvoir réinvestir l'argent que nous aurions eu dans l'implantation d'une bambouseraie dans la région, sachant que le bambou, ça pousse n'importe où et ça pousse très très vite. Là, vous évoquez des aléas techniques. Est-ce qu'il y a d'autres aléas humains, commerciaux, financiers qui pourraient faire que le projet n'aboutisse pas? Peut-être la concurrence, parce que ça va aller super vite dans ce domaine. Donc c'est un domaine assez prometteur et justement il y a plein de recherches, plein de sociétés qui sont dessus. Donc il faudrait peut-être faire vite avant que quelque chose d'autre le prenne. Voilà. Donc la concurrence, oui, c'est un problème majeur dans notre cas. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Oui, vous avez choisi le bambou. Pensez-vous qu'il s'agisse véritablement du matériau écologique ou soutenable le plus adapté? Alors, par rapport au bambou, je vais peut-être commencer la réponse et mes collègues me compléteront. On a vu qu'il y avait des capacités extraordinaires, donc le bambou il est aussi résistant que du béton par exemple, et en même temps on garde toute la flexibilité. Après, côté onde, tout ce qui est propagation, donc je vais passer la parole à ma collègue. Là, on se fixe des objectifs. Enfin, le bambou, on partirait sur des bambous qui auraient des diamètres de 3-4 cm. Et c'est vrai que trouver d'autres matériaux naturels avec des diamètres équivalents, on avait réfléchi aussi à utiliser du roseau, par exemple, mais on ne peut pas atteindre des diamètres pareils avec du roseau, par exemple. Donc, au niveau des performances acoustiques, elles ne seraient pas les mêmes. Voilà. Après, c'est vrai que effectivement le bambou, c'est là-dessus que faudrait que l'implantation d'une bambouseraie serait quand même l'idéal à terme, on va dire. Messieurs, il vous reste 3 minutes. Oui, moi je pensais qu'on s'adressait à des entrepreneurs potentiels. J'ai entendu parler pendant 80% du temps du produit, c'est passionnant, vous avez sûrement là un atout certain, mais comment vous allez vous y prendre pour créer votre entreprise ? Donc en fait, on a pour objectif de partir sur une petite entreprise basée sur 4 salariés. En fait, on a la chance dans cette équipe d'avoir parmi nous les 2 experts, d'une part sur le côté phonique et d'autre part Adil Boussad, qui lui travaille sur les capteurs. Donc on est sur une équipe qui serait composée de 2 experts et de 2 personnes administratives, puisqu'on se doute bien qu'un lancement dans une entreprise nécessite forcément d'une part une communication et d'autre part un traitement administratif assez conséquent. Donc après on est parti sur des calculs évalués sur une SARL avec un capital d'environ 20 000 €. Et on a pour avantage que l'ensemble des matériaux qu'on veut utiliser sont du moindre coût. Donc on vise une demande de prêt soit sur des
soit directement sur des grands organismes tels que l'ADEME, ou bien un prêt bancaire, mais qui sera à hauteur vraiment très très limitée, à peu près une hauteur de 100 000 euros, ce qui est relativement limité par rapport à ce que nous, on s'attend au final. Une question, vous nous parlez effectivement de SARL. Dans votre business plan, on a pu voir effectivement, alors j'ai noté 4 associés plus 5 investisseurs. J'aimerais bien que la personne qui vient de Degest m'explique la différence qu'il fait entre l'associé et l'investisseur. Effectivement, dans ce cadre-là, en fait, on est plus parti dans ce terme d'entreprise, en fait, de SARL, avec donc justement 4 salariés, donc qui vont représenter en fait les personnes en fait clés, et éventuellement 5 investisseurs qui vont être les associés en fait de l'entreprise. Allez, on conclut avec la dernière question. Il nous reste 1 minute. Concernant la commercialisation du produit, c'est par des réseaux revendeurs ou vous allez faire tous les constructeurs un par un? Nous, notre produit il est destiné effectivement aux constructeurs en fait, de maisons. Donc l'idée, c'est d'aller plutôt démarcher les constructeurs qui sont déjà sur ce type sur des maisons en bois ou qui construisent déjà des maisons avec des objectifs de maisons passives ou ce genre de choses déjà. Donc c'est en passant par les architectes en premier, en recommandation ou pas? D'architectes. On pourrait l'envisager effectivement. Oui, le réseau de prescription. Et puis sinon, passer par exemple un partenariat avec des entreprises qui font les ossatures en bois des maisons. Bon, on a encore la place pour une petite question. Allez, je suis généreux. J'en ai une. En positionnement prix, comment vous envisagez de vous positionner? Est-ce que vous avez de réelles raisons de vous positionner plus cher dans la concurrence parce que vous vendez de la Midi ou de la DS, si on parlait automobile? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez essayer d'être le meilleur marché? Eh bien, en fait, on a fait une petite estimation de qu'est-ce que coûterait, par exemple, l'isolation normale ou l'isolation naturelle. Donc, on a vu qu'à peu près, pour une maison de 80 mètres carrés, une isolation normale, on serait entre 5 et 10 000 euros. Avec notre produit, donc tout en un, on arriverait à des coûts entre 6 000 et 8 000 euros. Donc, on est un peu moins cher encore pour une efficacité normalement meilleure. Mais compte tenu de la valeur ajoutée que vous apportez, est-ce que c'est pas judicieux d'essayer de marger davantage et d'être positionné plutôt dans du haut de gamme? Dans ce cas-là, ça pourrait être une bonne idée et on pourrait même envisager d'augmenter encore les performances par rapport à ce qu'on pourrait proposer dans un produit moindre. Merci. Très rapidement. Petit problème technique par rapport, parce qu'on avait élaboré un logo et un slogan. Par contre, on l'avait fait sur Office et du coup, le passage sur Mac a fait que ça n'a pas apparu. Donc, peut-être Adil, pour conclure notre logo. Rapidement, Adil. Alors, c'était Captizo et donc pour le logo et le slogan c'était bâtir écolo, c'est bâtir Captizo. Voilà. Tout simplement. Bon, merci à vous. On va accueillir maintenant, si vous le voulez bien, l'équipe 4 avec Amine et Lynn. Tenez, venez vous installer à mes côtés. Alors, on va parler de santé avec eux, figurez-vous. On va parler de santé avec quelque chose qui concerne, je crois, je parle sous votre contrôle, Amine, 16 millions de personnes. C'est bien ça? Alors, c'est Lynn qui va nous en parler. C'est vous qui allez nous en parler, Lynn. Voilà, tout à fait. Et oui, vous avez tout à fait raison. C'est 16 millions de Français qui sont touchés par l'allergie en pollen. Et cette chiffre est sorti par le réseau national de surveillance aérobiologique. Oui. Donc c'est un chiffre sérieux, c'est surtout ça qu'on va retenir. Oui, alors,
c'est une des particularités de ces allergies, c'est qu'on les trouve partout en France. Je crois d'ailleurs que vous avez une carte assez représentative. On va voir qu'il y a des zones où c'est un peu plus intense peut-être, mais voilà. Le centre de la France, vaut mieux éviter, mais de toute façon, on a peu de chances d'être épargné par ce type d'allergie. Lynn. Oui, c'est vrai que d'après la carte, c'est plutôt le centre de la France sont plus touchés par rapport aux autres, par rapport aux autres régions. Mais 16 millions, ça reste quand même important. Donc les solutions pour l'instant sur le marché sont soit des solutions curatives, soit des solutions préventives, en l'occurrence des masques ou des filtres nasaux. Alors les fameux filtres nasaux, Amine, c'est pas très très élégant et puis c'est pas très pratique. Là, on les voit à l'écran. On pourrait faire mieux. Hein. Ça, c'est sûr. En fait, ces moyens de protection, en fait, ils ont, enfin, comme on peut, c'est-à-dire voir, il y a un marché qui est énorme. Elle vient de citer que c'était 16 millions de gens qui sont considérés par ce problème-là. Les solutions présentent des inconvénients en effet, c'est-à-dire le premier, c'est-à-dire c'est pas très agréable à porter. On peut voir, c'est-à-dire sur l'image que même si c'est une espèce de boule caisse qu'on se met voilà, dans le nez. C'est-à-dire elle a l'air d'être heureuse sur la publicité, mais je pense pas que parce que les consommateurs disent qu'il est quasiment impossible de respirer avec. Ouais. Donc d'un autre côté, c'est pas très élégant. Voilà. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors vous êtes parti de ce constat et vous êtes dit il faut qu'on fasse quelque chose en prenant, j'allais dire, deux éléments fondamentaux en compte, l'ergonomie, il faut que ce soit agréable, et l'écologie. Ouais. Oui, je voudrais compléter aussi sur les inconvénients, parce que justement, comme vous dites, l'accent est mis sur lequel c'est l'écologie et l'économique. Donc du coup, mon collègue tout à l'heure, il a montré les fameuses boules caisses là, qui sont et pas donc très belles. Aussi l'autre côté, impact considérable sur l'environnement. Donc du coup, en l'occurrence, par exemple, le rejet direct des médicaments dans la nature. Ouais, qui font un circuit qu'on retrouve dans l'eau. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ainsi que la difficulté du traitement des déchets. Bon, alors ça c'est le constat. Oui. C'est pas très beau, c'est pas très pratique. Donc et puis on ça marche. Propose. On peut améliorer le système. Alors, vous avez la solution. Nous, voilà, justement, face à ce constat-là, on a la solution. Ça sera des filtres qui vont être utilisés par ces gens qui sont allergiques. D'un côté, ils vont résoudre le problème de l'ergonomie, parce que comme on peut le voir sur l'image, ça sera des filtres. Alors on va le voir, voilà. On ne le voit pas pour l'instant, mais on va le voir. Intranasaux, c'est-à-dire les gens qui les portent, c'est-à-dire ça ne va pas s'apercevoir. On ne s'en rend pas compte. Hein. Voilà. Mais vous vous demandez peut-être aussi, c'est-à-dire l'aspect écologique de cette invention. On va se démarquer aussi par les produits qu'on va utiliser pour ces produits. On va utiliser du bioplastique, qui est un matériau qui est déjà élaboré par plusieurs laboratoires, notamment des équipes à Toulouse. L'intérêt, c'est-à-dire ça sera de limiter l'impact, c'est-à-dire pour traiter les filtres nasaux qui existent déjà sur les marchés, qui sont faits avec des filtres avec le charbon actif, quand le traitement des déchets est assez onéreux et difficile. Oui, ça pose problème. Hein. Voilà. Et d'un autre côté, l'autre impact, c'est qu'on va essayer de jouer sur l'aspect curatif, c'est-à-dire il y aura moins de consommation de médicaments, c'est-à-dire déjà, on va essayer de préserver la santé humaine, c'est-à-dire parce que chaque molécule, comme on le sait, elle a des effets thérapeutiques et elle a des effets secondaires en contrepartie. Et aussi, il y aurait moins de rejets, à la fois de médicaments et de leurs métabolites dans l'environnement, et à la fois aussi des déchets, c'est-à-dire que des matières plastiques classiques utilisées dans les autres filtres. Alors, et du filtre de charbon. Question pratique. Là, on a vu tout à l'heure avec ce que vous nous avez montré que c'était pas... D'abord, c'était pas très joli. En plus, c'était pas facile de s'adapter à chaque morphologie. Est-ce que ça permet justement de mieux répondre aux différences de chacun? Parce qu'on a chacun notre nez. Ça, c'est sûr. Ça, c'était un autre problème, justement, qui se posait avec les anciens filtres. C'était en quelque sorte le nez qui s'adaptait à la forme du filtre. Nous, ce qu'on essaie d'apporter, en fait, c'est plutôt le filtre qui va s'adapter à la morphologie grâce à une petite couche de mousse qui va venir épouser la forme des narines, des fosses nasales, qui, Dieu sait, ne sont, même si on a les mêmes nez, la morphologie, elle n'est pas pareille partout. Et donc, ça sera un outil ergonomique très important pour le confort des malades. Et ça, c'est un aspect, c'est-à-dire à souligner. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de vendre cette bonne idée ou de le faire fabriquer? Parce qu'apparemment, il n'y a pas besoin de très haute technologie pour ça.
Lynn, Oui, vas-y. peut-être pas besoin de très haute technologie dans le sens de, par exemple, le centrale nucléaire, mais c'est une technologie C'est plus facile innovante. à mettre dans le nez qu'une centrale nucléaire. Oui, l'idée, bien sûr, c'est pour vendre. L'objectif de monter ce projet-là, c'est pour vendre notre produit. Et le plus largement possible, puisqu'effectivement, on rappelle le chiffre, 16 millions de personnes concernées. On va conclure avec ça, Amine. Il nous reste 1 minute. Est-ce que ce sur quoi là, vous avez planché, est-ce que c'est duplicable à votre avis dans d'autres domaines de recherche? Est-ce que votre idée, là, on pourrait l'appliquer dans d'autres secteurs de recherche, par exemple? Notre idée, c'est-à-dire on vise un marché qui est assez large, notamment vous avez précisé 16 millions de gens qui sont touchés, mais pas seulement. C'est-à-dire cette idée pourrait être valorisée autre que dans le domaine chez les gens allergiques. On pourrait aussi faire des partenariats avec des compagnies aériennes qui pourraient proposer ça dans long courrier, c'est-à-dire quand il y a des voyages vers des pays qui sont plus ou moins pollués. On peut aussi faire des contrats et des partenariats avec des gens qui travaillent sur les chantiers, là où il y a beaucoup de poussière, etc. Donc il y a plusieurs pistes, histoire d'élargir notre gamme de clientèle. Et on a aussi d'autres idées sous le coude, histoire pour avoir toujours une longueur d'avance sur la concurrence qui... Notre expert du point de vue juridique et des brevets va vous confirmer ça. Le marché n'est pas vierge. Bon, il y a du monde, mais vous avez au moins les idées pour vous imposer sur ce marché. Alors, on va accueillir maintenant le reste de l'équipe numéro 4 et vous connaissez maintenant notre règle du jeu. C'est le jury qui va poursuivre la conversation pendant 7 minutes. Non, on va rester. Voilà. On accueille toute l'équipe. Alors, dans ce cas-là, rapprochez-vous un petit peu. Voilà, ce sera plus simple. Alors, je vous laisse avec le jury. J'avais aussi une première question, mais qui est plus pour que je comprenne bien. C'est à usage unique? Oui. D'accord. Oui. Donc, on est plutôt dans des produits à très gros volume. Vous touchez le grand public. Comment vous voyez la mise sur le marché? Quelle communication vous allez faire? Dans quel type de magasin vous allez vendre? Voilà. Je vais vous passer comment notre vous allez organiser directeur la commercial. commercialisation? Voilà. Merci. Donc pour la communication, pour se faire connaître, on avait plutôt pensé à des solutions pas trop chères pour commencer. Donc tout ce qui peut être salon, environnement, bien-être, les parapharmacies. Donc tout ce qui touche un peu à la santé et au bio. Ah, si vous apportez une vraie valeur ajoutée, vendez-la. Il ne faut pas être bon marché. En fait, vous apportez un confort supplémentaire. Les anciens filtres, ils ont été pas très conseillés par les médecins à cause justement de ces plastiques et des filtres à charbon qui présentaient un risque. Nous, en fait, on va remédier à ce problème parce qu'on va utiliser un bioproduit et on va essayer de vulgariser ça auprès des médecins pour que eux, ils essaient de conseiller leurs patients parce qu'ils sont directs. Il y a une relation de confiance entre le médecin et le patient. On va essayer, à travers les salons justement professionnels, de... Alors expliquez-nous ça, oui. Oui. Juste avant, pour ajouter une petite précision en fait sur ces filtres, donc il y avait une partie adsorbante, donc de charbon actif, et c'est cette partie-là en fait qui empêchait les utilisateurs, en fait, ils sentaient une sensation, enfin ils n'arrivaient pas à respirer, quoi. Donc c'était assez désagréable pour eux de le porter. Votre produit a un avantage évident, on l'a compris. Comment vous allez le vendre, auprès de qui, avec quel message, Je vais laisser encore le directeur commercial. Le message, c'est que pour éviter d'être... Plutôt que de se soigner de ces allergies, il vaut mieux prévenir, ça évite d'éternuer, d'avoir le nez bouché. Alors ça, c'est ce que vous allez dire. Vous allez le dire sur quel support? Dans des salons, pourquoi pas une page Facebook par exemple pour quel vendre. Type de salon? Des salons environnement, bien-être, magasins bio, aussi tout ce qui est parapharmacie. C'est suffisant pour toucher le grand public? Pour commencer, c'est déjà sensibiliser les gens qu'on vise. Et comme je l'ai précisé avant, c'est-à-dire le grand public, c'est-à-dire on va le toucher d'une manière directe en allant justement dans les salons et on va ici aller dans des salons plus professionnels, par exemple des congrès et des colloques d'allergologues, etc. Aussi, on a une autre partie de valorisation, notre directeur des affaires administratives va vous expliquer. Merci Amine, chef de projet. Quelque chose qui n'a pas été précisé pendant la présentation du projet, c'est que le monde médical, précisément les médecins, en fait, sont très sceptiques par rapport à ce type de produit. Précisément,
enfin je pense en tout cas, pour les raisons justement de pollution en fait. On a parlé tout à l'heure de charbon actif effectivement qui sont très salissants en fait pour l'environnement. Et ce qu'on cherche à faire, excusez-moi, ce qu'on va chercher à faire surtout, ce sera de le valoriser d'un point de vue scientifique en effectuant de manière régulière des publications, notamment dans des revues, pour essayer de refaire gagner cette confiance, en tout cas, dans ce milieu. Voilà. Moi, je voudrais bien parler au directeur industriel. Non, puisqu'on parle d'un produit qui n'existe pas, donc qui va être acceptable par l'organisme. Donc, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur le process de fabrication et même votre stratégie industrielle? Est-ce que c'est produit dans votre établissement, dans votre entreprise Voilà, c'est une question tout à fait pertinente parce que c'est un outil qui est paramédical. On envisage d'une certification auprès de l'AFSAPS. Il y aura des études justement appuyées, c'est-à-dire avec des scientifiques, il y aura des tests pour voir la tolérance face à, même si ce matériau il est bio, c'est-à-dire il vient de fabriquer de plastique à partir de maïs, mais cela reste un matériau étranger à l'organisme. On va procéder à une étape de certification auprès de l'AFSAPS. Après, on verra, on est rassuré, c'est-à-dire des effets qu'ils peuvent apporter en matière de prévention. Ces certifications, une fois acquises, on va peut-être encore viser plus pour pérenniser le produit, pour faire des collaborations avec la caisse d'assurance maladie pour qu'il soit remboursable au même titre, par exemple, que des attelles. Mais est-ce qu'il y aura un process industriel derrière tout ça? Avec une gamme, vous avez le petit nez, le grand nez. Voilà, ça c'est prévu en fait. On avait prévu déjà, c'est-à-dire on a prévu le côté ergonomique avec la mousse qui va entourer notre filtre pour venir adapter et épouser les corps des narines. Et aussi on avait prévu, parce que 16 millions de personnes, il y a les personnes âgées, il y a les adolescents. On a prévu aussi des tailles différentes. Généralement 3 tailles, ça pourrait couvrir toute l'échelle. Avec cette morphologie qui peut s'adapter, je pense qu'on peut couvrir une grande gamme, une grande échelle de la population qui est touchée. Alors, il faut que vous preniez un micro, monsieur, qu'on vous entende, s'il vous plaît. Avez-vous une idée du coût de certification? Oui, on a une idée, je sais que c'est cher, mais c'est assez cher. Mais c'est une démarche, c'est-à-dire une fois acquise, ça nous permettra de diffuser largement notre produit. Ça sera un produit marketing parce qu'avoir la certification de l'AFSAPS, que c'est court, ça nous permettra d'aller sensibiliser les médecins qui, grâce à eux, on va toucher un grand nombre de ce marché qui est touché par l'allergie au pollen. Merci, messieurs, on est arrivé au bout des 7 minutes. On va respecter l'équité entre toutes les équipes. Merci à vous. Alors, dernière équipe de cette soirée, c'est l'équipe numéro 5 avec Clémence et Vivien. Venez vous installer avec moi. Allez, installez-vous confortablement. Vous prenez chacun un petit micro. Et on est parti pour nos 7 minutes d'interview. Et ensuite, le reste de l'équipe vient nous rejoindre. Alors, je ne sais pas qui s'exprime en premier. On va parler d'un casque audio qui permet de diffuser notamment la culture aux sourds et malentendants, mais ça fait partie des choses qu'on va développer tout à l'heure. Qui démarre? Clémence? Vivien? Honneur aux dames. Honneur aux dames. Allez, Clémence. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a 5 millions de malentendants. Donc, c'est énorme. Et bien entendu, ces malentendants n'ont pas du tout accès à la culture auditive. Et donc, l'innovation de ce casque permettrait l'intégration des malentendants dans la culture auditive et de leur donner la possibilité d'accéder à la diversité et aux loisirs auditifs. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe déjà des systèmes de stations solidiennes donc, qui permettent la transmission du son par les os. Et ce système a déjà été testé par un malentendant qui n'avait pas entendu de musique depuis 20 ans. Et il a été profondément ému par la musique qu'il a réussi à entendre. Alors, vous allez nous expliquer tout cela dans quelques instants, puisque votre dispositif a même un nom, vous allez le voir. Il faut expliquer qu'effectivement, il y a une frustration dans ce public qu'on a évoqué, public nombreux, parce qu'il y a des choses qui existent, mais ça n'est pas satisfaisant. Ça, c'est quelque chose que vous avez pris en compte dans votre réflexion. Oui.
Peut-être que je peux répondre. Alors, ce qui existe pour l'instant, ce sont surtout des prothèses auditives qui ont un coût assez élevé, qui sont assez invasives et qui nécessitent quelquefois des opérations. Donc, notre produit s'adresserait plutôt à un public qui ne voudrait pas subir d'interventions lourdes, éventuellement ne pas dépenser énormément et surtout disposer d'un produit amovible. Bon, alors on va le présenter, ce produit. Je peux rajouter Allez-y, surtout que Clémence. la surdité, c'est pas un handicap et que ce produit, ça permet seulement d'avoir un D'améliorer. accès à la musique, d'améliorer. C'est plus un loisir que de considérer la surdité comme un handicap. Bon, mesdames et messieurs, je vais maintenant vous présenter Aussi Vibrator, puisque c'est le nom de votre dispositif, qu'on va d'ailleurs découvrir en images. Alors, qui nous explique Je laisse la parole à Vivien. Vivien, concrètement, expliquez-nous comment ça marche. Alors, on voit un petit boîtier là, au-dessus de l'oreille. Oui, alors ça repose sur un principe très simple. Habituellement, le son est transmis via le canal auditif que vous pouvez voir sur le schéma dans l'air, puis se transmet au tympan, puis via les osselets à la cochlée qui transforme en signal vers le cerveau. Ici, le son se transmet directement via les os du crâne à la cochlée. Donc ça veut dire qu'on concrètement, on pose ce petit dispositif là, Oui, ici. Concrètement, on a un dispositif qui transforme un signal électrique qui vient d'une source musicale, par exemple, en une vibration qui se transmet dans les zones du crâne jusqu'à la cochlée. Alors, on va continuer à faire de la pédagogie avec vous. Il faut qu'il y ait une source. C'est-à-dire, il faut un émetteur et un récepteur. Le récepteur, il est là, il faut qu'il y ait du son qui parte. Hein. Oui, tout à fait. Alors, on envisage un dispositif sans fil, un dispositif, par exemple, basé sur du Bluetooth, qui permet de récupérer les signaux et de faire fonctionner Aussi Vibrator. Alors, des signaux notamment de concerts, de cinéma, des signaux, des commentaires dans des musées, par exemple. Alors, on va parler des usages, effectivement. Vous avez devancé ma question. Ça veut dire qu'on l'utilise chez soi, dans les salles de cinéma ? Exactement, on peut l'utiliser pour soi en tant qu'objet, comme un MP3 ou autre ustensile, objet pour écouter de la musique. Donc c'est facile d'utilisation, c'est un petit boîtier qui est mobile, donc on écoute ou pas quand on a envie, et qui est adaptable sur différents supports. Donc on peut soit le placer derrière l'oreille avec différents supports, soit mettre un bandeau sur le front. Vous parliez de cinéma, il y a une comparaison là, que vous avez utilisée à un moment qui me plaît bien quand on s'est rencontrés Oui. là, pour préparer votre intervention. C'est comme la 3D finalement. C'est exactement comme la 3D. Donc il suffit que le cinéma s'équipe d'une bande Bluetooth. Et ensuite, le cinéma pourrait louer, comme les lunettes 3D, des dispositifs Aussi Vibrator pour permettre d'entendre le film. Dans de meilleures conditions. Dans de meilleures conditions. Derrière votre initiative, qui est une initiative qui permet à ces personnes de mieux entendre ce qui se passe autour d'elles, il y a aussi des dimensions, vous les appelez culturelles, on peut également les appeler sociales. Ça permet de rompre l'isolement. Ça, c'est un élément que vous avez vraiment intégré, l'isolement de ces personnes, hein, qui quelquefois se mettent en retrait parce qu'elles n'entendent pas bien ce qui se passe autour d'elles. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez intégré dans votre projet. Oui, alors je vais revenir sur ce que vous dites. Ça ne se substitue évidemment pas à une prothèse auditive puisqu'on n'entend pas ce qui se passe autour, mais on entend une œuvre d'art comme de la musique ou du cinéma. Donc c'est une ouverture qu'on propose à ces personnes. Une ouverture culturelle. Par contre, faut bien noter qu'on entend des sons déjà enregistrés. On n'entend pas les gens qui parlent autour de nous. Voilà, c'est pas effectivement comme une prothèse auditive. C'est important de le préciser. En parler argent, combien ça coûte? Est-ce que vous avez estimé le coût de votre équipement là? Oui, alors on peut partir sur un prix de revient qui est d'une quarantaine d'euros pour revendre. Alors, on pensait revendre en B2B aux salles de cinéma, par exemple, pour un prix de 80 euros, ou éventuellement aux particuliers, directement en pharmacie par un pharmacie. Et vous avez même prévu, je le vois, puisque ça s'affiche sur l'écran, l'organisation d'une structure, enfin d'une société, pour commercialiser Aussi Vibrator. Oui. C'est ça. On partirait sur une SARL,
dont 3 personnes seraient impliquées. Et le produit serait fait par sous-traitance, donc par 2 entreprises, donc une entreprise qui s'occuperait du système auditif et une entreprise de la partie support, et les 2 parties seraient assemblées par l'entreprise aussi Vibrator. Voilà, aussi Vibrator, donc c'est le nom du produit et de l'entreprise. On va demander au reste de l'équipe de venir nous rejoindre. On a mangé nos 7 premières minutes là, avec cette interview. Il nous en reste 7 avec le jury qui va maintenant vous solliciter. Messieurs, quand vous voulez. Je vous remercie d'avoir apporté les dernières précisions, parce que quelques-uns pas forcément bien compris. C'est effectivement, c'est plutôt des sons qui vibrent, quoi. Voilà. Oui, alors tout à fait. Donc c'est de la musique enregistrée. Il faudrait parler dans un micro pour que ça puisse fonctionner. Exactement. Le direct pourrait fonctionner, mais il faudrait parler au travers d'un micro et que ce soit une membrane qui. Il y a besoin d'une source d'enregistrement. Oui, voilà. Comme ici. D'accord, ça marche. Vous dites que vous visez les malentendants, vous parlez de musique. Est-ce que vous ciblez, quel type de clientèle vous ciblez plus spécifiquement? On va cibler les malentendants, parce que ma collègue vous l'a dit tout à l'heure, il y en a 5 mais vous parlez de musique, donc on pense peut-être plutôt à des jeunes, ou est-ce que vous pensez... Même des personnes âgées aussi, elles écoutent de la musique, je pense, aujourd'hui. Je ne sais pas, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce que ces personnes-là, puisqu'on peut penser qu'effectivement c'est des personnes plutôt âgées qui sont malentendantes, enfin assez souvent, mais certains peuvent être malentendants jeunes malheureusement. S'il y avait, mais à vérifier, je ne sais pas, davantage de malentendants chez les personnes âgées, ce sont des personnes qui fréquentent les salles de cinéma, est-ce que ce sont des personnes qui écoutent la musique? Donc il y aura une utilité à acheter votre produit. Alors pour vous répondre, donc on a donné la musique comme un exemple, une idée, et en fait on pourrait l'étendre au théâtre, notamment. Donc là, les personnes âgées sont plus susceptibles d'aller au théâtre ou à des spectacles de danse. En fait, ça permettrait aux malentendants de pouvoir suivre le rythme et de pouvoir apprécier le spectacle. J'ai peut-être pas alors complètement compris, parce que j'avais compris, moi, que le théâtre, ça marchait pas. Il suffit en fait que pour les participants aient des micros, donc comme vous l'avez soumis tout à l'heure. En fait, que les théâtres soient équipés. Ça marche. Bien répondu. Je me permets de compléter ce qui a été déjà dit. Donc, nous avons ciblé deux usages. Le premier, c'est pour les loisirs et donc pour l'usage individuel au quotidien. Donc moi, je peux acheter le produit et donc je peux écouter de la musique comme regarder un DVD. Donc l'essentiel, c'est qu'il y ait une source. Donc que ce que je veux écouter soit enregistré. C'est comme le principe de l'iPod. Deuxièmement, c'est... Juste une petite observation, mais je vous renvoie comme ça, vous réagissez comme vous l'entendez, si je puis dire. Est-ce que vous ne croyez pas que les personnes âgées que vous visez, c'est peut-être davantage chez elles qu'elles utiliseraient ça, notamment devant la télévision? Pourquoi pas? J'ai parlé du premier usage. Le second, ça serait justement de proposer ça à des salles de cinéma, des salles de conférences, les théâtres, on a parlé de musées. Donc, où là, ça ne sera pas un usage quotidien, mais comme quand j'arrive dans une salle de cinéma, je peux louer ou acheter des lunettes 3D. Donc là, la personne malentendante pourrait tout aussi facilement louer ou acheter, on va parler de location, louer le dispositif le temps du spectacle ou du concert ou du film. En fait, c'est un objet qui a plein d'applications. Il suffit juste que l'événement soit enregistré et qu'il y ait un système Bluetooth. C'est déclinable à plusieurs applications. Je crois avoir compris dans votre réponse, la réponse à ma question que je vais vous poser. À partir du moment où vous avez un émetteur et un récepteur et une liaison de type Bluetooth, est-ce que ça veut dire qu'il faut adapter chaque récepteur à l'émetteur correspondant? Autrement dit, j'écoute de la musique quelque part, je vais au théâtre et quelqu'un qui parle dans un micro, est-ce que c'est le même récepteur ou est-ce que c'est un récepteur adapté à l'émetteur chaque fois? Alors effectivement, donc ça peut poser un problème. Après, en fait, il y a l'identification au niveau du Bluetooth et on peut considérer qu'on utiliserait certaines plages
d'identification au Bluetooth pour nos produits, ce qui éviterait de perturber notamment les kits main libre des téléphones portables d'autres usagers. Si j'ai répondu à votre question. Alors vous revenez souvent sur le fait que ce n'est pas un produit qui se substitue aux produits type prothèse auditive, mais vous y revenez tellement souvent que c'est peut-être parce que vous n'êtes pas forcément convaincu qu'il y a une différenciation entre les deux produits. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça va être facile de faire accepter un produit de ce type-là, sachant qu'il y a l'alternative prothèse auditive ou alors casque je me pose la question sur la différenciation. La différenciation entre les prothèses et le casque, c'est tout d'abord le coût, l'aspect pratique du système. On peut l'enlever, le remettre. Et on peut aussi l'utiliser sans prescription médicale. Donc c'est un des aspects... Mais est-ce que les malentendants, je poursuis la question, les malentendants ont probablement des prothèses auditives. Quelle valeur ajoutée apporte votre produit par rapport aux prothèses qu'elle porte probablement? Il nous reste 1 minute, messieurs. Je précise également à l'équipe qu'il reste 1 minute. Ce dispositif n'atteint pas à l'intégrité de la personne, en fait. Que les prothèses, ça demande souvent des interventions chirurgicales qui ne sont pas forcément aisées et qui sont coûteuses, que ce dispositif est simple, en fait. Alors moi, j'aurais 2 remarques pour compléter. Donc, on a parlé de location tout à l'heure, donc ce qu'il est possible de faire avec l'appareil qu'on propose et ce qui n'est pas possible de faire avec les prothèses médicales, étant donné qu'elles sont pas personnalisées à chaque individu. Donc, il n'est pas possible d'aller dans une salle de cinéma et de louer une prothèse adaptée à sa propre oreille. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est que notre appareil, en fait, va dans un certain sens un peu plus loin que les prothèses, étant donné que les gens qui auraient des tympans percés, à titre d'exemple, pourraient utiliser notre appareil pour entendre la musique, alors que les prothèses ne serviront strictement à rien dans ce cas-là. Excusez-moi, donc j'appuie. Et on va conclure avec ça. D'accord. J'appuie le volet social et culturel que vous avez bien eu raison de souligner. C'est-à-dire que notre valeur ajoutée, c'est justement de permettre l'intégration de ces personnes-là dans la vie culturelle, tout simplement. Ce qui permettrait, entre autres, d'améliorer leur bien-être et puis leur confort. Merci à vous pour Merci à vous. tous ces éléments d'explication sur Aussi Vibrator. Alors, ça va se passer de la façon suivante. Messieurs du jury, on va vous laisser délibérer pendant quelques minutes. Et puis, Éric Groux, comme vous êtes le président, vous viendrez nous rendre le verdict dans quelques minutes. On se retrouve donc tout à l'heure. On va maintenant accueillir les 2 représentants de l'équipe numéro 6. Il s'agit de Sébastien et de Mine. Venez me rejoindre, s'il vous plaît. Voilà, le temps de remettre les fauteuils. Alors, vous prenez chacun un micro. Et alors, je parle sous votre contrôle, mais nous allons évoquer cette fois-ci la production d'un biopolymère antioxydant, et tout ça de façon écologique. Sébastien. Oui, alors en effet, nous, on est parti du constat qu'il y avait actuellement vraiment une prise de conscience sur la nécessité de diminuer l'impact des entreprises sur l'environnement. Et parallèlement à ça, il y a un engouement aussi bien de la part du public que des entrepreneurs sur tout ce qui est technologie bleue et technologie verte. Donc nous, l'idée, ça a été de rassembler un peu ces 2 aspects en produisant de façon presque entièrement écologique un polymère, donc ici une molécule à forte valeur ajoutée issue de microalgues. Ouais. Alors, cette molécule, je parle sous votre contrôle parce que je ne suis absolument pas un spécialiste, elle va limiter le vieillissement cellulaire un peu comme une crème cosmétique, c'est ça? Oui, c'est une sorte de polymère qui sera utilisé pour faire des crèmes cosmétiques anti-oxydants pour avoir un effet anti-âge, anti-vieillissement. Bon, c'est peut-être quelque chose que vous me conseillez. Alors, plus sérieusement, il y a les aspects environnementaux, vous les avez évoqués, Sébastien. Concrètement, comment vous les avez intégrés dans la conception de votre biopolymère? Alors concrètement, vous devez avoir un schéma de procédé qui va s'afficher incessamment sous peu. Donc il faut savoir que
Les microalgues, pour se développer, ont besoin de différentes choses. Elles vont avoir besoin d'un milieu aqueux riche en minéraux, elles vont avoir besoin d'une source de lumière et elles vont également avoir besoin de dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone, comme vous savez, c'est un des gaz à effet de serre les plus importants produits actuellement. Et donc l'idée ici, c'est de récupérer le dioxyde de carbone produit par des entreprises polluantes de type une cimenterie, un incinérateur, et de l'intégrer dans notre culture de microalgues. Donc les microalgues vont capter notre CO2. Et ensuite, on va avoir tout un procédé en boucle de valorisation de notre biomasse, donc un procédé qui va nous permettre d'un côté de récupérer notre polymère, mais également d'effectuer une recirculation de l'eau, donc on va être quasiment autonome au niveau de l'eau, pas d'apport à chaque culture, et également une certaine autonomie du point de vue énergétique, parce qu'on va réutiliser notre biomasse, on va la mettre en méthaniseur, on va produire du gaz et de la chaleur qui vont être réutilisés pour la culture de nos microalgues. Donc vraiment un système fermé, en boucle, quasiment autonome. Oui, alors si je vous suis bien tous les deux, là, dans vos explications, on est sur un système qui est quasiment qui est écologique, quasiment de A jusqu'à Z. La chaîne complète. La chaîne complète est quasiment entièrement écologique, oui, puisqu'on est en système fermé, donc très peu d'intrants, très peu de sortants à part notre produit, donc notre polymère pour l'industrie cosmétique. Il faut savoir que ce procédé est issu de 3 ans de recherche au préalable, aussi bien à l'échelle laboratoire qu'à l'échelle pilote. Donc il n'y a vraiment plus que la transposition, la mise à l'échelle au moins pré-industrielle pour pouvoir lancer le produit. Alors, ça c'est important. Ce type de produit-là, il y a des labos qui ont des moyens financiers, qui ont des outils de recherche. Personne n'a encore planché à la fois ni sur le produit ni sur le process ? Pas beaucoup. Dans notre connaissance sur le marché de l'industrie cosmétique, il y a jusqu'à maintenant aucune intervention sur ce domaine. Et pour le moment, le marché des matières premières pour l'industrie cosmétique, il y a 3 substitutions. C'est notre produit, les produits issus des macro-algues et des produits chimiques. Et quand on compare ces 3 substitutions, c'est notre produit qui est le meilleur en termes de caractéristiques texturants et antioxydants. Bon, quel marché vous visez ? Est-ce que vous avez fait une étude pour savoir qui seraient vos acheteurs potentiels ? Notre marché cible, c'est plutôt les grandes structures dans l'industrie cosmétique que sont peut-être Dior, Chanel, L'Oréal, qui sont les plus grands preneurs de cette matière première. Ouais. Alors pour votre procédé, c'est important, vous m'avez expliqué qu'en fait vous n'avez pas tout inventé, mais que finalement vous êtes allé puiser à gauche, à droite les bonnes idées et que vous les avez réunies. On a vu ça dans votre schéma, Sébastien, tout à l'heure. Alors oui, vous êtes un fédérateur. C'est exactement ça, oui. Il faut savoir qu'il n'y a aucun procédé particulièrement innovant dans toute notre cascade de procédés. Il y avait toutes les opérations unitaires existaient déjà, mais séparées les unes des autres. Donc je ne rentre pas dans le détail ici de chacune des opérations unitaires, mais l'idée ici, ça a été vraiment, l'innovation a été sur le rassemblement de toutes ces opérations unitaires au sein d'une cascade de procédés qui nous permet donc d'être en système quasiment fermé et quasiment autonome. Oui. Alors, vous êtes allé plus loin dans votre réflexion et vous avez trouvé une société, une structure juridique adaptée à ce que vous voulez faire. Alors, c'est une société civile d'exploitation agricole. Pourquoi vous avez choisi cet outil-là ? Oui, pourquoi une société civile d'exploitation agricole ? Parce qu'on est parti de deux points de départ. C'est pour créer cette structure, il y a le premier associé majoritaire qui est mon collègue, il est agronome. Et en plus, on est parti sur le point que en tant qu'une entreprise d'exploitation agricole, on peut bénéficier de beaucoup d'avantages fiscaux. Bon, c'est un élément important. Sachant juste pour compléter que l'idée ici, les sociétés civiles d'exploitation agricole sont bien adaptées à tout ce qui est production de microalgues, production de cellules. L'idée ensuite, c'est de développer une structure parallèle pour faire tout ce qui est recherche et développement. Donc ce serait la création de 2 entités au final. Bon, allez, on va conclure avec ça. Mais il y aura d'autres questions tout à l'heure avec le jury. Les aspects financiers, vous les avez pris en compte également ?
Oui, les aspects financiers, on a fait un tableau de bord avec d'abord les coûts d'investissement. On a prévu environ 500 000 euros d'investissement dans la première année, mais on a aussi envisagé le prix de vente, c'est environ 250 euros le kilo de produit. Et en termes de financement, on arrive à solliciter les sources de financement public ainsi que privé. En termes étatiques, on peut dire maintenant l'État soutient vraiment les initiatives comme le nôtre dans le développement durable, mais aussi je peux vous dire que ce produit a vraiment un avenir très prometteur, donc ça peut attirer aussi les investisseurs privés. Les investisseurs privés. Merci à tous les deux. On va demander au reste de l'équipe numéro 6 de venir nous rejoindre sur le plateau. Et puis, pour 7 minutes, eh bien, vous allez pouvoir continuer à dialoguer avec le jury. Voilà, on a toute l'équipe avec nous. Je vous les confie. J'avais une première question. Imaginons que votre procédé était validé, sa faisabilité a été validée. À votre point de vue, combien de temps pourrait se passer entre le début de la création de votre société et puis le début de la fabrication et puis l'encaissement d'une première facture client? Combien de temps ça pourrait se passer? Alors, c'est pour dire un chiffre en l'air, si on arrivait à séquencer, quelles seraient les étapes? Et à votre point de vue, à peu près combien de temps on ferait ces étapes? Parce que... Oui, sur notre plan d'affaires, on a prévu 3 ans pour rembourser tous les investissements. Dans la première année, on est parti de l'incubation et la validation de notre pilote. La deuxième année, Quel travail sera à faire concrètement? C'est pour passer à l'étape 2, qu'est-ce que... La première année, c'est initié par plusieurs études sur le marché, sur la faisabilité des projets, sur les investissements nécessaires. Qu'est-ce qui vous ferait dire que votre projet, la faisabilité est démontrée, éprouvée? Comment vous le... J'aimerais reprendre un peu. Alors la faisabilité, ça peut aller très vite, comme très lent aussi. Alors, derrière, nous avons, comme il a dit Sébastien, nous comptons sur une structure R&D qui va nous aider en elle-même, améliorer le produit et être toujours innovant dans le marché. Et c'est pourquoi on investit la moitié de notre investissement, si on arrive en première année, sera investi en R&D. Alors en deuxième année. Et juste pour compléter, en fait, l'idée, la première année, c'est de marcher vraiment, de continuer avec l'université. C'est un travail sur 2 thèses. Il y aurait 1 an de travail vraiment avec l'université pour continuer à développer, sachant qu'il y avait une thèse qui était, l'objet, c'était vraiment de rendre ce process, pas à l'échelle laboratoire, mais à l'échelle vraiment faisable industriellement. Donc on est déjà pas loin de pouvoir le faire. Maintenant, il faut continuer à avancer pour améliorer. Imaginons qu'à la fin de la première année, avec l'aide de l'université, on valide le projet. À la fin de la première année, on est capable de proposer un produit à différents clients. Voilà. Alors on est 1 an plus tard. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous comptez faire? On ne coupe pas le cordon ombilical, on est toujours là, parce qu'investir dans un système R&D, il faut avoir vraiment un investissement lourd derrière. C'est pourquoi on s'appuiera sur des startups universitaires au début. Et après, si au bout de 3 ans, on arrive à rentabiliser tout notre investissement, là, on peut dire bingo, on y va. Et à quel moment vous passerez au stade de l'investissement, de la production? Vous industrialiserez le process? En fait, même l'installation qu'on décrit là, qu'on continue à développer pendant 1 an, c'est l'installation finale en termes, telle que nous, on a calculé pour le moment. Après, on peut grossir, mais avec l'investissement qu'on a mis là, c'est une installation qui nous permet de produire donc 300 kg par an. Après, faut voir le prix au kilo, Mais nous, on a évalué à environ 200 € le kilo. Ça reste à voir parce qu'on a un produit tellement nouveau qui est à la fois texturant, épaississant et antioxydant. A priori, normalement, on n'a pas été voir encore les clients, mais ils devraient être intéressés sur ce genre de produit. Voilà.
Et encore une petite parenthèse sur le prix, parce que à partir de notre propre étude de marché, les produits substituables, par exemple les produits issus de Macro-Anne, ça c'est vendu maintenant à 120 euros le kilo, alors qu'il reste seulement sur la caractéristique texturant, mais pas antioxydant. Donc pour nous, l'utilité c'est le double, donc on a le droit de doubler le prix. Et sur la question de développement, dans la première année aussi, on va coopérer, on va collaborer avec les clients potentiels pour savoir vraiment quels sont leurs besoins industriels et développement en même temps avec les produits les plus aboutis possibles. Deux questions pour ma part. La première, vous parlez de 2 thèses. Vous êtes sur quel laboratoire sur les 2 thèses, s'il vous plaît? Alors c'est une seule thèse, c'est le laboratoire GEPEA qui est basé sur différents sites, mais principalement ici à Saint-Nazaire, et le laboratoire Mères Molécules Santé qui est basé à Nantes. D'accord, parce que le GPEA est déjà sous contrat avec L'Oréal et travaille déjà sur les microalgues très largement sur le sujet. Donc ce n'est pas aussi novateur que ça. Et puis, une remarque question sur le montage juridique que vous nous avez présenté. Alors je comprends bien effectivement l'intérêt d'aller chercher les aides d'État. Vous en avez oublié un certain nombre qui vous intéresseront, notamment sur le crédit impôt recherche, mais c'est pas le sujet. Vous parliez effectivement d'un actionnaire majoritaire, et puis dans la ligne d'en dessous, tout de suite, vous présentez des associés à part égale. Alors vous allez m'expliquer comment vous faites pour avoir un associé majoritaire et des associés à part égale. Alors, s'il vous plaît. Alors oui, l'idée, elle vient de Sébastien. Voilà. Ce sera. Voilà. C'est lui l'associé majoritaire. Alors nous, on compte investir nous aussi, investir nos fonds dedans. On sera associé à part entière. On s'occupera un peu de la R&D. Voilà. Et on va chercher d'autres fonds aussi, comme vous avez vu sur notre schéma. On va faire appel à des business angels, parce que là, il faudra beaucoup d'argent pour débuter, quoi. Mais en fin de compte, il faudra qu'on vive bien, quoi. Mais bon. Ce sera plus pour Sébastien, quoi. Plus pour Sébastien. La toute dernière intervention, messieurs, elle est pour vous. Alors, vous avez parlé d'une prévision de 300 kilos de production à l'année et à 250 euros, on va dire, le kilo. Donc, ça fait 75 000 euros. Ce qui n'est pas un chiffre d'affaires très fort. Mais surtout, l'idée, c'est qu'est-ce qui vous fait dire une production de 300 kilos? On a dimensionné ici un système de production de base qui sera notre unité de base si on veut ensuite augmenter au niveau structure. Et donc on a parfaitement, c'est un système de culture qui est parfaitement contrôlé. Donc on sait exactement quelles sont les productivités. Donc avec nos productivités, on peut savoir au niveau de chaque opération unitaire, on sait quels sont les rendements. Donc on peut arriver à une productivité dans notre polymère sans aucun souci. Merci. Mais la question subsidiaire, c'était qu'est-ce qui vous fait estimer à 300 kg le marché en face, ou bien le marché est-il bien supérieur? Très rapidement, Sébastien. C'est une estimation approximative du marché. Après, il faut déjà valider que notre produit intéresse le marché, quitte à se développer après si on trouve d'autant plus d'acheteurs, c'est évident. On va conclure, Mine, c'est terminé.